Donc, en avant-première du Conseil, je voulais qu'on ait tous une pensée pour Julien, notre employé au service technique, âgé de 29 ans, qui depuis 3 semaines est hospitalisé. À partir du premier jour d'hospitalisation, la situation était quasi désespérée et il lutte très fort et il y a des progrès sensibles. Tous les jours, il est dans un coma artificiel suivi sur Aix-en-Provence. Donc je pense qu'il faut avoir une pensée très forte pour lui, ses parents et sa famille. Voilà, ça c'est le premier point. Et l'actualité oblige, je vous demande également d'avoir une pensée pour l'otage français Hervé Gourdel, qui malheureusement a subi ce que vous savez. Actuellement dans son village, je viens d'entendre à la radio, il y a une manifestation un peu régionale, toute simple. Donc nous mettrons en berne la mairie dès demain matin pour le week-end, suite aux décisions prises par le gouvernement. Donc bon, j'espère que les prochaines fois je commencerai par de meilleures nouvelles. Voilà. Alors, le conseil de ce soir, il y a donc des pouvoirs. Anne Moine qui donne pouvoir à Jacques Lupin, Roger Crande qui donne pouvoir à Ingrid O'Connell, Marie Jaubert qui donne pouvoir à Dominique Sardo, Dominique Chazeville qui donne pouvoir à moi-même, et le temps qu'elle arrive, Solange Jourdan qui donne pouvoir à Jean-Maurice Hérault. Donc je vous propose Ingrid comme secrétaire de séance. Donc, rappel habituel, vous avez fermé vos portables. Ce que je vous demande, c'est de me demander la parole et pour que ce soit très bien enregistré, de bien vous approcher du micro quand vous intervenez. Voilà. JF. Oh non. Vas-y, je filme. Allez, vas-y. Alex. Comme j'avais bien fait la première fois, j'ai fait exprès de... Non, j'ai pas fait exprès, mais je sais pas. C'est un peu c'est les choses c'est la même chose. C'est Joël. C'est moi. Alors, le conseil municipal de ce soir, donc dans l'ordre du jour, classiquement, donc, vous avez l'approbation du procès verbal de la dernière réunion du 24 juin, et il y a point 2 au point 9. D'autre part, j'ai reçu 2 questions orales. La première question orale déposée par M. Le Nouvel et Eva Vidal, le 23 septembre, et une question orale qui est arrivée hors délai par rapport au règlement intérieur de M. Pain, de Mme Callot et de Mme Moine. Donc, on vous a fait passer individuellement le règlement intérieur, on vous l'avait fourni, donc vous l'avez. Donc, ce que je vous propose, c'est de me dire si, dans le cadre de la dernière réunion du 24 juin 2014, si vous avez des remarques avant l'approbation. Pas de remarques? Ok, donc moi je vais en faire quelques-unes. Pardon? Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avons été invectivés par Madame Moine sur le fait qu'on était des genoux, et que le Conseil général, en fait, n'allait pas tenir ses engagements parce qu'on arrivait. Donc, sur 2 points. Le premier, j'ai reçu une lettre du Conseil général en date du 7 juillet 2014 qui précise: Madame Christiane Michaëlis, directrice des services de votre commune, sur des précisions sur la convention TTMO tripartite ainsi que la convention commune CPA sur la maîtrise d'ouvrage unique relative à la RD 543 RD 66. Pour tous les projets d'entrée de ville portés par la CPA, le CG13 n'intervient pas sur le volet foncier. Donc là, vous avez la preuve que le Conseil général n'intervient pas. Deuxième point, le Conseil général a été attaqué également sur
sa participation avec la commune de Rhône. Donc je vous confirme que suite à l'entretien que nous avons eu avec M. Jean-Noël Guéry, tous les travaux initialement financés à hauteur de 60% par le Conseil général ont vu leur augmentation de prise en compte passer à 80% dans le cadre d'un budget spécial qu'il a alloué à la commune de Rhône dans le cadre de la vie locale. Donc tous les projets dont on a parlé la semaine, au dernier conseil, le Conseil général peut intervenir à 80%. C'est une avancée significative par rapport à toutes les critiques qui ont eu lieu dans la précédente municipalité, et j'en suis ravi d'en faire profiter Rhône. Donc nous allons pouvoir, si vous voulez, commencer. Donc, approbation du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2014, qui est pour. Abstention. 2 abstentions. Et pour l'instant, il y a une absente, Elsa. Il n'y a personne d'autre, je ne me trompe pas, c'est bon? Ok. Voilà. Et les contre? Non, il n'y a pas de contre, puisqu'il y a abstention. Alors, point numéro 2, marché public, groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel, de fourniture et de services en matière d'efficacité énergétique. Ce point va vous être présenté par Jean-François Verrier. Donc à partir du 1er janvier 2015, la commune ne pourra plus acheter son gaz au tarif réglementé distribué par l'opérateur historique GDF Suez. Et donc nous allons devoir rentrer dans une procédure de marché public. Et comme nous avons confié notre partie énergie au SMED 13, celui-ci va prendre en charge la constitution d'un groupement de commandes par rapport à l'achat du gaz. Pour nous, ça nous concerne de manière importante, puisqu'on a une facture de gaz qui s'élève à peu près à 10 000 € par an, et ça concerne essentiellement donc la mairie et le groupe scolaire. Donc, en fin de compte, on vous demande simplement d'approuver ce groupement de commandes et de donner à Monsieur le maire la possibilité de prendre toutes les mesures qu'il faut pour participer. Donc je rajouterai simplement que ça s'élève au niveau de la commune pour 200 € à peu près. Donc c'est une estimation, ça sera probablement moins cher. Y a-t-il des questions? 200 € c'est l'adhésion, c'est l'adhésion au SMED ou à la commune? Non, c'est à l'adhésion au groupement de commandes. Parce qu'eux-mêmes mettent en place une procédure de marché public. Ouais. Donc ils ont des frais financiers là-dessus, sur la mise en place des dossiers, etc. Et donc il y a une formule qui permet de calculer cette valeur de 200 € qui prend en compte le nombre de points de gaz que l'on a sur la commune et par rapport au nombre de points total qui feront partie du groupement. Donc c'est un prorata. Merci. D'autres questions? Jean-Paul. Oui, est-ce que tu as une idée de l'impact de la différence de tarifs qui risque d'être appliquée? Aucune idée, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ça ne peut pas être pire. Donc ça ne peut pas être plus donc cher. à suivre, et bon, on vérifiera et on vous communiquera l'évolution par rapport à la procédure d'aujourd'hui. Donc, je vous lis la délibération. Il vous est demandé d'accepter les termes de l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel, de fourniture et de services en matière d'efficacité énergétique coordonné par le SMED 13 en application de sa délibération du 26 juin 2014. D'approuver l'adhésion de la commune de Rhône et ce groupement de commandes coordonné par le SMED 13. D'accepter la participation financière telle qu'elle est fixée à l'article 7 de l'acte constitutif et d'autoriser M. le maire à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Le troisième point concerne des admissions en non-valeur. Donc, monsieur le trésorier municipal de l'Ambex a transmis 2 états de demande d'admission en non-valeur. Ils correspondent à des titres très anciens, d'exercice 2009 et 2013. Il s'agit de recettes qui n'ont pas pu être recouvrées
malgré les procédures employées envers les débiteurs qui sont soit décédés, soit n'ont pas d'adresse connue. Pour régulariser la situation budgétaire de la commune, dont le trésorier municipal de Lambeque nous demande d'admettre ces sommes en non-valeur. Donc si vous voulez, vous avez, je ne vais pas vous dire les noms des personnes, hein, parce qu'en principe on les communique pas. Par contre, ça porte sur 3 enlèvements de véhicules non payés. Hein, et ça porte également sur 2 amendes concernant des livres non rendus à la bibliothèque. Ces 5 événements font un total de 921,07 et toutes les procédures pour essayer de les récupérer ont échoué. Donc, il vous est demandé de bien vouloir décider l'ordonnancement au profit de Monsieur le Trésorier des sommes admises en non-valeur sus-évoquées. Y a-t-il des questions? Donc, je vous demande si vous êtes d'accord. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 4 concerne les ressources humaines. Alors, il y a Florence Tristan qui est là, s'il y a des questions un peu précises que vous souhaitez. Hein. Donc, compte tenu que la commune compte au 1er janvier 2014 57 agents titulaires, stagiaires et contractuels depuis plus de 6 mois, il y a lieu donc de créer une comité technique paritaire et on doit vous en parler. Et pour simplement aujourd'hui fixer le nombre de représentants titulaires du personnel et de la collectivité. Le nombre d'agents titulaires du personnel est fixé à 3, le nombre de suppléants agents est fixé à 3, et en ce qui concerne les élus, il y a 3 titulaires et 3 suppléants. Voilà le fonctionnement, et ceci est en vue de l'élection qui doit avoir lieu le 4 décembre 2014. Voilà. Est-ce que vous voulez des précisions? Et après, je vous dirai... À ces élections du 4 septembre, excusez-moi. Oui. À ces élections du 4 septembre, qui vote? Le personnel? C'est le personnel qui vote uniquement. Uniquement. Oui. Donc en fait, les 6 représentants. Il y a 6 représentants, mais c'est que le personnel qui vote. Voilà. Voilà. Et pour les élus, ça va dire pour la ministre. Pour les élus, donc je vais vous proposer les noms que nous avons choisis. Et j'ai oublié de vous dire que la loi nous oblige à prévenir l'ensemble des organisations syndicales. Le courrier leur a été adressé en heure et temps voulu. Voilà. Alors, en ce qui concerne... Bon. Donc, surtout ce qui vous est demandé dans la délibération, c'est de vous prononcer sur la fixation à 3 représentants titulaires pour chacun des collèges du comité technique paritaire, représentant de la collectivité, représentant du personnel, et de prévoir le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur le nombre? On a fait parité. Hein, et c'est Florence qui va gérer cette élection avec bien entendu le support de Mme Vitalis. C'est une première, hein, puisqu'on a dépassé le seuil de 50. Ça aurait dû être fait avant. Je ne vais pas me poser la question pourquoi ça n'a pas été fait. Hein. On raisonne aujourd'hui. Donc c'est en place pour le 4 décembre. Donc, je vous demande, est-ce que vous êtes pour? Ok, unanimité, je vous remercie. Le 5e point. Il y a rien d'autre à rajouter, je vais oublier, Mme Vitalis. Voilà, donc je vous les connaîtrai par arrêté du maire, je vous les donne. Compte tenu de la proportionnelle, on a pris 3 personnes de la liste qu'on est venue. Hein, voilà. Parce que rappelez-vous, pour les commissions où il y avait 5 personnes, il y avait une personne pour la liste Cathy, et il y avait 0 personne pour la liste de Jean-Paul. Donc, dès le moment où il n'y en a que 3, à la proportionnelle, on aura les 3 postes. Hein. Mais on n'a pas d'obligation en la matière, c'est moi qui, en tant que maire, les désigne. Donc, j'ai décidé de désigner 3 membres de ma liste. Point numéro 5. Donc, compte tenu des implications de 2 personnes, Madame Moine devait sortir, mais n'est pas là. Donc, je demande à Cathy d'attendre, de patienter dehors pendant cette délibération. Il s'agit de la convention, merci Cathy. Il s'agit de la convention d'objectifs et de moyens pour la mise en place des nouvelles activités périscolaires et je passe la parole à Marie-Josée.
Oui, donc on ne va pas revenir sur l'historique de ces activités. Il s'agit là d'examiner la convention d'objectifs et de moyens pour la mise en place donc des nouvelles activités périscolaires. Une convention, ou plutôt un projet de convention d'objectifs a été établi, qui formalise les engagements respectifs des parties, aussi bien du côté de la commune que de l'AFR, puisque vous le savez, c'est l'AFR qui s'est vu confier l'organisation de ces nouvelles activités périscolaires. Les engagements de la commune portent... Oui, ça va? Une seconde. Il y a d'autres membres de l'AFR, ils devraient quitter la salle, s'il vous plaît, dans l'assistance. Merci. Voilà, excusez-moi, Marie. Bon. Cette convention stipule donc des engagements des deux parties, les engagements de la commune, bien évidemment, les engagements de l'association Famille Rurale. Les engagements de la commune portent à la fois sur des soutiens techniques et financiers. D'une part, bien évidemment, on prévoit la mise à disposition de locaux et de personnels communaux. Pour ce qui est des locaux, il s'agit des locaux de l'école primaire et maternelle, 3 salles à la MJC. Également, tout ce qui est fluide, assurance et entretien. Cette subvention, vous voyez sur le document qui vous a été remis, porte sur un montant de 13 000 calculé à 13 023 €. Les agents communaux, il s'agit des aides matérielles, les ATSEM, qui sont mises à disposition de l'AFR de 14h à 16h15, le vendredi après-midi. Je ne l'ai pas précisé, mais ça c'est déjà l'objet de la délibération de juin, le créneau, donc c'est le vendredi après-midi. Outre le personnel municipal, les ATSEM, on peut aussi voir mis à disposition. Il ne marche pas. D'autres personnels, comme ceux du tourisme, du sport et éventuellement aussi du personnel qui travaille aux espaces verts. Cette mise à disposition donnera lieu à une facturation à l'association. Ceci dit, la subvention dont bénéficiera l'association sera majorée d'autant. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur Les engagements de l'AFR, si tu les as notés, sinon je les dis. Donc, pour sa part, l'association Famille Rurale s'engage à recruter et manager une équipe de professionnels et d'intervenants d'associations, puisque les personnes travaillant pour le compte d'autres associations viennent épauler l'équipe de l'AFR. Accueillir tous les enfants, animer les diverses activités selon le PEDT qui sera joint à la convention qui a été établie par l'AFR. On a un micro à côté. Notre micro, on n'entend pas, il ne marche pas le micro. C'est celui-là. Déjà un autre. Ah voilà. C'est ça qu'on est Internet. Gérer administrativement les PAP, coordonner les activités, les réunions, les évaluations en lien avec la commune. On prévoit d'ailleurs une première rencontre à l'issue de la première période de fonctionnement, c'est-à-dire au moment des vacances d'octobre. Informer les familles et les intervenants de la commune, communiquer sur les PAP informer la commune, entretenir le matériel pédagogique, souscrire les assurances nécessaires de l'environnement. Le comité de pilotage, je viens de vous en parler à l'instant, il sera composé de membres de la commune et de l'association, à parité. Voilà, il vous est donc demandé, si vous avez des questions. On va d'abord voir si vous avez des questions, s'il vous plaît. Monsieur Clem. Une question, vous n'avez pas donné de chiffres. Aujourd'hui, vous avez abandonné la possibilité de travailler avec les 4 communes, Saint-Cana, Lambex et la Roque d'Anteron.
Rogne était associé, vous avez changé le fusil d'épaule, si j'ose dire, et c'est votre choix. Aujourd'hui, on constate effectivement que la participation à tous ces services extérieurs s'élève à 70 000 euros, 69 637 effectivement, et alors que les autres communes font effectivement le même service et que ça leur coûte pour les parents 0 centime. Ok. Ça, c'est la première... Je réponds à cette première remarque si tu veux. Ouais. C'est la première année que c'est mis en place. Il n'y a jamais eu d'accord entre les 4 communes. Donc je réfute ton argumentation. Après, en ce qui concerne la deuxième partie de ta question. Je m'attendais bien à ce que tu répondes. Mais ça n'existait pas. C'est une convention mise en place pour accueillir les gamins depuis le premier vendredi après-midi de 2014. Donc il n'y a eu, je répète, il n'y a eu aucun accord avec les communes voisines avant, puisque ça n'existait pas. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, chaque commune est libre de définir sa participation pour ce type d'activité. Je pense que la commune de Rogne facilite quand même les choses en fournissant des ADSEN, en fournissant des immeubles, et a toujours été là. Et il a été convenu depuis le mois de juin où le vendredi après-midi a été déterminé que nous partions sur un tiers à la charge des parents, un tiers à la charge de l'AFR, et l'AFR a été mis au courant à ce moment-là, et un tiers à la charge de la mairie. C'est une décision que nous avons prise pour cette première année. Est-ce que l'année prochaine ça va être reconduit? Nous verrons bien, et nous sommes ouverts à toute discussion avec l'AFR ou les parents. Donc, voilà la décision. Oui, mais c'est une décision. Je ne conteste pas le fait d'apporter ces services-là. Et aujourd'hui, les parents d'élèves payent une enveloppe plus chère que les 3 autres communes. Ok, je vais apporter un complément. Je vais apporter un complément. Nous avons préféré faire ce que tu n'as pas fait, diminuer de 10% la part communale des impôts communaux. J'espère que, M. Père, vous avez pu vérifier, parce que vous nous avez posé une question la dernière fois. J'attends de voir comme Saint-Thomas, vous n'avez pas dit Saint-Thomas, si la baisse est effective. Est-ce que vous pouvez confirmer à l'assistance que la baisse est effective? Aujourd'hui, je n'ai pas reçu Ok, dépôt. En avant-première, je peux vous dire que la baisse est effective sur la partie communale de toutes les taxes. Donc à un moment donné, il y a eu un choix de la commune d'aller vers cette option. Voilà. Aujourd'hui, on était en conseil communautaire, au bureau communautaire, et il y a eu un débat d'orientation budgétaire, et on a bien vu ce qui se passe aujourd'hui sur les dotations d'État, la DGF et compagnie, les diminutions. Alors, moi, je l'ai dit la dernière fois, ma feuille d'impôt, que ce soit taxe d'habitation ou taxe foncière, je regarderai ici la soute, il y a moins de 10%. Mais il y a moins 10,41 précisément, on a déjà vérifié. C'est bien, c'est bien. Voilà. La première promesse a été tenue. Donc on n'est pas à la CPA, monsieur le maire, monsieur l'ancien maire, je vous le rappelle, nous sommes à Rogne. Donc, est-ce qu'il y avait une deuxième question sur... Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, Eva, vas-y, je t'en prie. Moi, c'est vrai que je regrette aussi, le règlement, j'en ai parlé déjà, les 60 € que les familles vont être obligées de payer. C'est bien que tu aies reprécisé le montant, donc c'est 60 € par an, par enfant. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y avait des moyens, après la volonté, chacun, après c'est une volonté politique que vous avez eue, de faire autrement. L'Académie mettait à disposition des moyens techniques pour mettre en place c'est un périscolaire, on va dire. Et c'est vrai qu'il existait la possibilité aussi, alors votre équipe l'a peut-être pas vu avant, etc., de mettre en place des PAD, des PED, des EDT, en accord avec plusieurs communes. Ça aurait été moins cher, effectivement, et peut-être qu'on pourra le refaire à l'avenir. Peut-être qu'on n'est pas allé aussi loin. On n'est pas allé aussi loin, parce que je vous rappelle qu'au mois de juin, nous étions contre la réforme scolaire, et nous l'avons voté au conseil municipal. La pression du gouvernement a fait
il fallait démarrer. Nous avons voté contre, mais nous avons fait en sorte de mettre en place sur le choix du mois de juin en concertation avec l'ensemble des parents d'élèves et des deux écoles. On n'y revient pas là-dessus. Pour l'instant, je touche du bois. Ça a l'air de bien se passer, que ce soit la maternelle, que ce soit au primaire, grâce à l'intervention de l'AFR, grâce à l'intervention de la mairie et grâce au fait que les parents nous confient aujourd'hui environ 70% des enfants avant la diaconie, on est toujours sur ce pourcentage-là. C'est normal, puisque ça fait partie quand même du temps scolaire. Oui, mais c'est pour ça. Il peut même y avoir 100% des enfants. Les parents, ils ont libre choix. Bon, ça, après, c'est le choix des... Donc, l'année prochaine, on va voir comment se passe l'année globale et s'il y a des modifications dans la réforme scolaire, on prendra en compte peut-être une partie des remarques, mais ma priorité reste la baisse de 10% l'année prochaine de vos impôts locaux pour arriver aux 20% globalement prévus. Est-ce que tu peux en faire Bien sûr, bien sûr. C'est est-ce qu'on pourrait avoir le projet éducatif, le projet de convention qu'on a signé, qu'on n'a pas eu, bien sûr. le contrat d'objectif, pour savoir un petit peu... Bien sûr, on le mettra... Ah oui, c'est vrai. J'en profite pour vous rappeler. Donc ça fait 3 fois que je le dis. Marie-Hélène qui prépare les conseils municipaux. Bon, on a dématérialisé pour la première fois. Ça s'est globalement bien passé. Je crois qu'il y a eu un mail non reçu, mais il est retrouvé après. Bon, tout s'est bien passé. Mais je vous réinvite à aller voir quand même les annexes, les décisions et les compléments d'information. Vous auriez trouvé ces éléments, quoi. Il y a une personne qui est venue, une personne cet après-midi qui est venue, et depuis, sur 3 conseils, une personne de vos 2 listes, je parle pas de mes équipiers, là. Donc je vous invite à faire l'effort quand même de venir voir, hein, ça me paraît essentiel. Je voudrais juste rajouter que, certes, le TAP coûte 60 € par an par enfant, mais que toutes les associations ont été parties prenantes à ce projet et que le fait qu'on les ait confiées à l'AFR peut-être aussi nous permet d'avoir des activités de meilleure qualité que dans les communes où elles sont peut-être animées par des employés municipaux ou pas forcément par du personnel. Alors, pour votre information à vérifier, on me l'a communiqué hier, il semblerait qu'à l'AMBEX, le TAP n'est pas commencé. Hein? C'est ça? Hein? Donc à l'AMBEX, ça n'a pas commencé. Hein? Donc c'est gratuit, mais ça n'a pas commencé. Je pense que Saint-Cana, bon, allez, on se je regarde. pense que le jour de la réunion publique à la NJC, l'AFR a présenté son programme, on va dire. Les parents ont été Ça s'est bien passé, il y avait une centaine de parents. sérieux et des activités qu'on fait. c'est vrai que ça nous coûte 82 000, parce que vous aviez dit c'est 82 Non, 600 et quelques. on affinera. Avec nos... Ah si, avec le calcul. On affinera, ce sera moins que ça. Voilà, Hein, voilà, je vous le dirai. On vous le dira facilement, sauf si Madame Italie c'est capable de le dire dès maintenant. Non. Et si on divise 60 € par 36 semaines, ça fait 1,66 €. Oui, 1,66 € plus les 54 € de l'État, effectivement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous... Par principe. Ah, Jean-Paul, pardon. Oui, simplement pour signaler que nous ne sommes pas d'accord avec cette mesure. D'une part, ça ne prend pas en compte l'adéquation, enfin le rythme de l'enfant n'est pas du tout pris en compte. L'unanimité des parents lors de la concertation qui a eu lieu, il y a eu unanimité parce que c'était ça ou rien du tout. Donc effectivement, c'est ce que m'ont rapporté les parents d'élèves. Hein. Et d'autre part, le paiement, je trouve que c'est anormal. Juste pour mémoire, sachez que ce genre de choses, ça existe depuis 25 ans. Ça a été mis en place par un maire de droite. À Épinal, c'était Philippe Souillard. Et c'est gratuit. Depuis 25 ans. C'est des choix à un moment donné, c'est des choix. Soit la commune investit dans 60 € par enfant pour des activités, soit la commune fait l'effort comme nous le faisons, de rénover les bâtiments chaque année, de mettre à disposition des ATSEM en nombre suffisant et de faire en sorte que toutes les associations de Rognes puissent rendre le service qu'elles doivent rendre aux habitants de Rognes. C'est des choix, que tu sois pas d'accord, je conçois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, on vote pour la convention, hein, on ne vote pas pour ce qui est à l'intérieur de la convention. Hein. C'est la mise en place d'une convention avec l'AFR. Donc,
Qui plus est, pardon, le choix du vendredi après-midi, on l'a fait en fonction de l'expérimentation qui nous était offerte par un ministre spécialiste. Mais plaçons la politique en dehors des débats du conseil municipal de Rouen, je préfère. Il vous est demandé de vous prononcer sur le projet de convention de moyens et d'objectifs, si présenté, de prévoir les actes budgétaires nécessaires pour garantir le bon déroulement de l'opération et d'autoriser, le cas échéant, monsieur le maire à le signer. Qui est pour? Abstention? Contre? Alors, il y a 2 abstentions. Donc, madame moi. Ah non, elle ne peut pas voter, celle-là. Donc, il y a monsieur Hulmanier qui a voté tout. Donc, madame Callot, madame Manvotte, et Jean-Paul et Eva qui ont voté. Ok. Nous passons au point numéro 6. Urbanisme. Dépôt d'un dossier de demande de déclaration préalable, implantation d'un préau à l'école maternelle. Bon, c'est quelque chose qui peut arriver. Oui, Cathy, pardon, excusez-moi. Monsieur Méli, merci d'avoir respecté ma demande. Je n'étais pas complètement dehors. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Donc, le dossier de la demande d'implantation d'un préau, c'est un dossier qui était dans les tiroirs, qui était budgété. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Donc, je vous propose donc, il vous est demandé d'autoriser monsieur le maire à déposer la demande de déclaration préalable concernant l'implantation d'un préau dans la cour de l'école maternelle et à engager toutes les démarches nécessaires à sa concrétisation. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 7, développement durable. Je repasse la parole à Jean-François Verrier qui va vous repréciser pourquoi on vous propose ça ce soir. Donc le 20 septembre dernier, c'est-à-dire samedi dernier, a eu lieu sur le territoire national un événement qui s'appelle le Jour de la nuit et qui se répète depuis plusieurs années maintenant. Et parmi donc, les dizaines, voire centaines de communes, il y a des activités qui sont proposées en faveur du développement durable et notamment par rapport à tout ce qui concerne la pollution lumineuse. Principalement, donc, ces communes font des extinctions de leur éclairage public. Pour plusieurs raisons. Principalement parce que ça représente un gros gaspillage, puisqu'on éclaire des lampadaires en toute une nuit. Pour Rome, il y a à peu près 250 lampadaires, une facture de 16 000 € par an. Donc la moitié de la nuit, on éclaire le ciel pour pas grand-chose finalement, puisque ce n'est pas des heures de pointon. Donc ça, c'est une première chose. La pollution lumineuse aussi a un impact sur les écosystèmes et sur la santé humaine. Donc de manière symbolique, nous avons voulu mettre en place notre jour de la nuit le 17 octobre prochain. Et pourquoi on n'a pas suivi le jour de la nuit le 20 septembre comme tout le monde au niveau national? Tout simplement parce que nous voulions faire les choses, on va dire correctement, en ce sens que nous voulions avoir un débat public, et notamment en premier lieu au niveau du conseil municipal. Et donc, étant donné qu'on fait le conseil municipal maintenant, on ne pouvait pas le faire avant le 20 septembre, bien que ce soit un des pouvoirs de la police du maire de décider d'éteindre les lumières. Donc c'est de sa seule responsabilité, donc il y aura un arrêté qui sera pris. Néanmoins, nous avons voulu avoir un débat ici pour savoir ce que vous en pensiez. Donc ce qui se passera le 17 octobre prochain, de 22h30 à 5h du matin, nous allons éteindre les lumières du village et on organise 2 choses au centre du village, sur la colline du Foussard, une soirée conte entre 20h et 22h30 et ensuite une observation nocturne pour que les gens prennent conscience du patrimoine qu'ils ont au-dessus de leur tête. On a voulu que ce soit quelque chose de très participatif et on mettra à la disposition du public un registre où les gens pourront s'exprimer pour dire ce qu'ils pensent de cet événement et ce qu'ils considèrent que c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Donc, il vous est demandé donc d'émettre un avis sur l'extinction de l'éclairage public dans la nuit du vendredi 17 octobre, dans les conditions qui vous ont été présentées. Je peux juste intervenir. On a eu un comité consultatif et en fait, je remercie Jean-François parce que cette
cette manifestation allait avoir lieu le 18. Or, avec la MJC, l'API et Malvito, on a organisé une manifestation culturelle et festive le 18. Et je pense que c'est... Enfin, je voudrais remercier quand même qu'on ait modifié la date de la manifestation. Je tiens quand même à préciser que c'est uniquement l'éclairage public qui sera éteint. Oui. Il n'y aura pas l'éclairage éteint à la MJC. Non, mais ça permettait quand même aux gens de se garer. La MJC, je les ai rassurés. Et pourquoi on ne fait pas d'un bout? Voilà. Alors j'espère qu'ils viendront, ceux qui devaient venir le 18 viendront. J'ai fait passer le message. Y a-t-il d'autres réflexions ou questions? Oui. Monsieur Frey. Oui, vous connaissez plus ou moins mon sentiment sur cette opération. Non, j'ai été défendeur. Il y a des nouveaux, il y a des... avait été présenté plusieurs fois par M. Verrier. Donc je vois que l'aboutissement, finalement, en changeant d'équipe, arrive à éclairer vos lumières, si j'ose dire. Non, les lumières vers le mandat électoral, et ça c'est un aparté. Alors, moi je me pose la question simplement, est-ce que vous avez pris toutes les mesures nécessaires, sachant que le FOUSA, c'est en grande partie à 80% privé, pour ne pas dire plus, surtout le trajet, d'accès et de sécurité, parce que je vois bien monter pas mal de monde, moi, sur le FOUSA, et il y a donc des débordements qui sont faits, simplement, sans lumière, je peux vous garantir qu'il y a des risques. Moi, je vous le dis, donc il y a des parcelles, aujourd'hui, qui seront traversées, et vous n'aurez pas d'autorisation, puisque les chemins communaux, les petits chemins piétonniers, ne passent pas dans des lieux, effectivement, qui sont autorisés. Donc je vous demande si vous avez pris toutes les responsabilités. Je vais repasser la parole à Jean-François. Le chemin amenant les Rouniers sera éclairé, pour pas qu'il y ait de problème. Et Jean-François va vous préciser ce qu'il a mis en place pour que le site puisse accueillir les gens, qui va intervenir, etc. etc. C'est pas ma question, le chemin qui soit éclairé, je comprends. Ouais. On peut avoir une lampe de poche ou frontale, mais c'est surtout la traversée. La traversée des parcelles privées. Oui, la traversée des parcelles privées. On a interrogé Hervé Castinel qui a donné son feu vert. Il nous a donné, excusez-moi Jean-François, je parle, tu complèteras ce que je dis. Il nous a donné l'autorisation de débroussailler le haut. Donc on va accéder par l'avenue de la Campanette, par un petit chemin qui doit faire à 100 mètres et qu'on va sécuriser avec les services techniques et le comité de feu. Voilà. Je vous mets en garde sur le fait qu'effectivement, s'il y a une situation de danger au niveau de la sécurité. Eh bien, je prends la décision. Tu ne l'as pas prise. Tu as eu 25 ans pour la prendre, tu ne l'as pas pris. Moi, je prends la décision d'amener au Rognier une nouvelle manifestation. Donc, tu peux expliquer comment va se dérouler la soirée, Jean-François? Oui, alors, déjà simplement aussi pour répondre à Jackie, c'est que sous ta municipalité, tu avais engagé une étude fabuleuse de l'aménagement du FOUSA. Donc ça comprenait des parcelles privées. À l'heure actuelle, tout le monde monte sur le FOUSA, il n'y a jamais eu de soucis à ma connaissance, il n'y a pas eu de blessés. Donc c'est vrai que pendant la nuit, ça va poser plus de soucis. Donc on s'est inquiété de ce problème. Et on aura plusieurs personnes donc, du comité feu qui baliseront non seulement le chemin, mais qui seront là pour aider les gens et éviter qu'ils aillent sur les endroits dangereux. Le service technique va participer à la sécurisation. Donc l'idée c'était de coupler l'étude qu'à l'époque tu avais lancée par l'architecte Xavier Boutin, donc, qui a été une étude remarquable. Donc on voulait faire un espace au niveau du FOUSA, un espace touristique, et donc coupler ça avec cet événement. Donc voilà, c'était ce sera le point de départ d'un projet qui aboutira d'ici la fin du mandat, puisqu'il est un comité consultatif, et quelques personnes, de toutes listes confondues, vont participer à ce projet. Par contre, Jean-François, comment se déroule la soirée après? Donc la soirée, c'est assez simple, donc les gens viendront à partir de 8 h
sur le plateau du Foussard, nous aurons un compte qui sera donné par une personne qu'Hélène Zarat est en train de recruter au niveau de la médiathèque. Donc il y aura une soirée compte et au moment de l'extinction, vers 22h30, à partir de là, il y aura une soirée d'observation. Pour ceux qui souhaitent rester. Pour ceux qui souhaitent rester. Donc une fois de plus, je précise simplement qu'il s'agit d'une extinction ponctuelle et pour l'instant, aucune décision au comité consultatif n'a été prise par rapport à la généralisation de cette extinction. C'est uniquement ponctuel. À ma connaissance, il n'y a aucune jurisprudence où une commune aurait été condamnée pour avoir éteint ses lumières la nuit. Donc il y a des dizaines, voire des centaines de communes qui le font, des toutes petites, mais aussi des très grandes. Et ça ne pose pas plus de problèmes. Voilà. Ok, merci pour les précisions. Cathy. Étant donné que c'est une soirée exceptionnelle, on va en faire la publicité. Est-ce que vous avez songé à mettre un peu des policiers municipaux au niveau du parking central, etc. Parce que je pense que ça va très vite se savoir que Rhône sera dans le noir. Et comme on sait malheureusement qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, je pense que ce soir-là, si on en fait beaucoup de pub, il faut peut-être penser à imaginer des petites rondes supplémentaires pour les voitures, etc. Parce que je pense que certains vont profiter de la situation. Absolument. Et je pense même qu'il serait de bon ton de prévenir la gendarmerie par rapport aux patrouilles qu'ils peuvent faire, etc. Je leur en ai déjà parlé et je pense que ça ne posera pas forcément de soucis. Mais par rapport aux peurs incontrôlées de certaines d'être plongées dans la nuit, il faut savoir que 98% des cambriolages s'effectuent pendant la journée et très rarement la nuit. Donc voilà. Ok. Et touchons du bois, pour l'instant, la commune de Rhône n'est pas trop touchée depuis avril-mai sur les cambriolages. Donc je vous demande, voilà, je vous ai demandé d'émettre un avis sur l'extinction de l'éclairage public dans la nuit du vendredi 17 octobre dans les conditions sus-évoquées. Qui est pour? Abstention? Contre? 2 contre. Le point numéro 8, on passe au volet social. Donc il y a 2 délibérations. Je passe la parole à Jean-Maurice. Alors, c'est pas fort. Est-ce que ça marche? Oui, très bien. Alors, donc là, on va essayer de ne pas être trop technique. Notre idée, c'est dans l'ordre du jour, il est établi 2 conventions importantes, puisque le bureau municipal de l'emploi, qui fait partie intégrante du CCAS, Centre communal d'action sociale, au même titre que le bureau municipal de l'habitat, donc le bureau municipal de l'emploi, signe des conventions par l'intermédiaire de M. le maire, dans un premier temps avec la CPA, et dans un deuxième temps, enfin, la partie 9 de l'ordre du jour avec le Pôle emploi. Quel est l'intérêt de ces signatures? C'est de garder ce service de proximité qui fait la force du bureau, du BME de Rhône, et en particulier, puisque c'est un des plus gros, j'allais dire le plus gros, je crois que c'est le plus gros prescripteur parmi la CPA. Aujourd'hui, on a des résultats par l'intermédiaire des salariés qui composent ce bureau, tout à fait exceptionnels. Aujourd'hui, depuis 2002, plus de 390 personnes ont été encadrées ou ont bénéficié de cette insertion pour l'emploi, et il y a eu plus de 50% de sorties positives. Donc ça, c'est quand même à souligner l'excellence du travail de M. Lagrange. Au-delà de ça, donc, notre objectif, c'est de re-signer la convention avec la CPA, qui, en contrepartie de certains points qui sont référés au dossier, nous permet d'organiser une journée à tout emploi que je vous invite à venir voir le 30 octobre à l'MJC. Et en contrepartie de ces différents travaux, la CPA nous alloue une subvention de 4 100 €, de sorte à ce qu'on puisse faire ce travail. Donc ça, c'est le point 8. Le point 9, c'est avec effectivement le Pôle emploi. Donc on n'utilisera pas, c'est noté, je ne sais pas si c'était vraiment essentiel de le noter, mais on n'utilisera pas le logiciel Opus, puisqu'on a déjà 2 logiciels qui permettent
de suivre parfaitement et de rester dans ce service de proximité essentiel, ce que je disais tout à l'heure, dans la collaboration qu'on a avec le Pôle emploi. Notre idée, c'est vraiment, avec les personnes les plus en difficulté, d'être à proximité d'eux et de leur éviter d'aller faire des déplacements sur Aix-en-Provence et de les accompagner au mieux pour qu'ils retrouvent soit une formation, soit un emploi de préférence ou au moins une réinsertion dans le plus rapidement possible. Voilà, sinon je pense que c'est pas qui. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Mengui? Oui, je voudrais amener un peu des précisions là-dessus qui est en marge. Certains le savent, donc j'ai une entreprise, on a 50 salariés, et aujourd'hui, comme beaucoup de chefs d'entreprise, et j'étais hier encore à une convention de chefs d'entreprise, on ne trouve pas de salariés pour les emplois qu'on a. Donc, et des emplois qui ne sont pas forcément qualifiés. Donc il faut savoir quand même qu'il y a des emplois qui existent qui ne sont pas pourvus et faute d'employés, on perd des marchés. Donc j'ai eu depuis le changement de municipalité à la Roque-d'Enterron, la municipalité m'envoie un certain nombre de gens qui sont à la recherche d'emploi et envoie à certaines entreprises par mail des CV et des gens qui peuvent nous intéresser. Alors évidemment, ça ne colle pas à tous les cas, mais de toute façon, maintenant, avec les dématérialisations, ça coûte tellement peu cher de faire parvenir ces listes que je me demande si le bureau de l'emploi de Rognes ne pourrait pas faire la même chose et diffuser un certain nombre de CV qui sont avec des gens qui cherchent des emplois et qui sont prêts à aller travailler rapidement, à diffuser à certaines entreprises, quitte à prendre contact avec ces entreprises et demander si elles veulent recevoir, etc. Mais c'est une bonne manière, à mon avis, de rapprocher d'un côté les emplois et les chercheurs d'emploi, sans que ça coûte non plus grand-chose. Ok, Jean-Maurice va vous répondre sur ce qui existe aujourd'hui et votre proposition. On va y répondre aussi. D'abord, dans un premier temps, on va l'accepter, bien sûr. Il n'y a pas de raison. On est ravis que vous puissiez, si nécessaire, aussi possible, nous proposer des emplois. Si vous avez besoin d'être rassuré, ce qui m'étonnerait, mais si vous avez besoin d'être rassuré, sachez que Brice et nos équipes, on est extrêmement vigilants et surtout très à l'écoute des opportunités ou des possibilités qui se font. Très clairement, on a très peu d'entreprises sur le secteur, de toutes sortes de toutes petites PME. On a quelques employeurs, essentiellement des EHPAD, et dans la branche emploi, dans la branche emploi social ou aide ménagère. Et ensuite, on a, avec le centre de réinsertion, un petit peu plus d'emploi. C'est le travail qu'on fait avec eux, par exemple, en automatique, lorsqu'on a des profils qui se présentent, à la fois avec les professionnels du PLI et avec nos équipes, on leur présente directement. Si vous le permettez, on vous mettra dans la boucle. Voilà, donc donnez-nous les profils que vous recherchez et on les intègre au niveau du centre. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur Plin. Moi, je voudrais, d'ailleurs, je suis très heureux que vous puissiez renouer une convention avec ce Pôle emploi et le bureau municipal de l'emploi de Rognes, qui, comme l'a dit Jean-Maurice, est devenu une identité de référence dans la communauté du Pays d'Aix. Ce travail vient d'un travail très long qui a été mis en place grâce à Brice, grâce à son personnel, et je ne voudrais pas oublier Michel Canon, qui a œuvré pour le social sur la commune. Je crois que c'est une bonne chose. Dans la difficulté actuelle, il est bien certain que nous avons besoin de personnes qui sont aptes à apporter un peu de réjouissance dans ce monde d'emploi. Voilà. Donc la proposition de livre est intéressante et elle peut se développer sur d'autres entreprises de plusieurs. Voilà. Bien entendu. Ok, bon, Jean-Maurice, continue à bosser dans le sens que tu le fais avec ton équipe depuis notre mise en place. Je n'ai pas eu de remarques négatives sur le fonctionnement actuel et j'en avais très peu sur le fonctionnement d'avant, je le dis. Et on va s'efforcer d'être en contact régulier avec les offreurs d'emploi et pour compenser les demandes que nous avons. Donc, je vous demande dans un premier temps, sur la convention CPA commune pour le plan local pour l'insertion et l'emploi.
de vous prononcer sur les termes de cette convention entre la CPA et le Bureau municipal de l'emploi de Rognes et d'autoriser le cas échéant Monsieur le maire à signer la dite convention. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc je vous demande la même chose pour la convention de coopération entre Pôle emploi et le Bureau municipal de l'emploi de Rognes. Donc il vous est demandé de vous prononcer sur les termes de cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de coopération avec le Pôle emploi. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant à l'information des décisions. Donc, décision 2014-23 relative à l'offre de la société MBO. Décision 2014-24, une offre de la même société. La 2014-25 relative au contrat de location de 4 vélos à assistance électrique pour une durée de 4 mois. Alors, juste pour votre information, ça a été un peu un mal dessus, quoi. Il y a eu des périodes où ça avait marché, d'autres périodes où il n'y a pas eu de demande. Voilà. Décision 2014-26 relative au contrat de maintenance du logiciel Orphée Micro. Décision 27 relative au contrat d'abonnement à e-convocation, solution de convocation des élus, par la société de Matisse que nous venons de tester. La 2028 relative au contrat d'entretien de l'élévateur de l'école élémentaire Robert Verrier. La 2029 relative à la convention de mise à disposition de la salle du parc des Galles à l'AFR. La décision 30 relative à l'offre présentée par le groupement conjoint Citadia Even, Conseil pour la réalisation des études relatives à la révision du plan d'occupation des sols et à l'élaboration du PLU. Décision 31 relative au contrat d'entretien des systèmes de protection électronique. Décision 32 relative au contrat de maintenance du matériel sécurité incendie sur certains sites de la commune, 3e âge, etc. La 33 relative à l'avenant au marché de réalisation du schéma directeur d'assainissement pluvial confié à la société Artelia Ville et Transport. La numéro 34 relative à l'avenant au marché d'identification des trames vertes et bleues de la commune confiée au cabinet Naturalia Consultant. La décision 35 relative à la mise à disposition de la salle des associations à l'association COPOV. La décision 36, idem au profit de l'association ANCP. La 37 relative de manière identique à l'association Le Temps d'être. Et la 38 pour l'association Corps et Souffle. Les décisions ont été lues. Je vous propose maintenant de passer aux 2 questions orales. Donc, je donne la parole à Jean-Claude Ouéva pour nous dire la première question. Merci. Monsieur le maire, le conseil municipal a voté le 24 juin 2014 la création d'un poste de garde champêtre. Pouvez-vous nous dire où en est ce dossier? Par ailleurs, il n'y a actuellement que 2 policiers municipaux, ce qui est très insuffisant. Pouvez-vous nous dire quand nous pouvons espérer avoir une police municipale à effectif complet? Pouvez-vous nous dire si vous avez identifié les raisons qui poussent les policiers municipaux de Rognes à partir dans les communes environnantes? Certaines raisons, comme le régime indemnitaire, sont assez évidentes, mais sans doute y en a-t-il d'autres, et que comptez-vous faire pour stabiliser les effectifs? Avant d'entendre votre réponse, nous voulons vous faire part de notre indignation à propos des élections sénatoriales. 2 têtes de liste sont venues vous rencontrer, Mme Gallier et M. Godin, sans que les grands électeurs des listes d'opposition aient été invités. Cela est anormal et, pour tout dire, peu démocratique. Merci. Donc, je passe la parole à Armel Buquens, qui va te répondre sur la première partie de la question concernant la police municipale. Alors, pour ce qui concerne le garde champêtre, on en avait recruté un qui s'est fait qui était de valeur et qui s'est très vite fait rattraper par la commune d'où il venait venir. Donc il y est resté. Le poste reste toujours ouvert. Pour l'instant, c'est pas couvert. Et puis l'autre bonne nouvelle pour nous, pour tout le monde, c'est qu'on va accueillir une jeune femme, policier municipal. Elle prend son poste le 1er octobre. Elle vient de s'installer hier sur la commune de Rognes, ce qui en fera 3. Et nous en recherchons aussi un 4e. Et l'offre d'emploi est parue sur les circuits à l'écoute. On avait exigé qu'elle s'installe sur la commune à cause des astreintes, c'est le cas. Comme ça, elle sera sur place, comme les autres en permanence.
Ça en fera 3 au 1er octobre. 3 et j'espère qu'on arrivera à 4 parce que si Fred Quintard n'était pas parti, on serait 4. Voilà. Ça, c'était pas prévu quand on a pris la municipalité. Je vous en ai déjà fait part au dernier conseil. C'est à rien comprendre, mais bon, on traite avec le présent et l'avenir. Donc nous sommes en situation d'en avoir 3 le 1er octobre et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous en aurons 4. Voilà. En ce qui concerne le deuxième message que tu fais passer sur les élections sénatoriales, en fait, ce n'est pas 2 têtes de liste qui sont venues sur la commune, mais c'est 3 têtes de liste. Et autant pour moi, la première tête de liste qui est venue m'a demandé de convoquer uniquement ma liste. Voilà. Donc à partir de là, effectivement, je n'ai pas convoqué pour les autres intervenants, Mme Galli et M. Godet, en plein mois d'août. Je m'en excuse. Voilà. Je m'en excuse. Donc on passe maintenant, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, non, je voudrais te demander de préciser. Donc tu me dis que le premier qui est venu... C'est M. Guérini qui est venu. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Après nous avons eu une demande, je fais transparence, on a eu une demande du candidat Front National par mail, qui m'avait laissé un numéro de téléphone à rappeler, son conseiller. J'ai laissé un message que j'étais prêt à les accueillir, il ne m'a jamais rappelé. Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas intervenu dans toutes les communes. Voilà. Toutes les autres listes en présence n'ont pas souhaité rencontrer la municipalité de Rome. Donc, exceptionnellement, nous allons traiter la deuxième question orale qui n'a pas été présentée dans les délais. Je vous rappelle que le règlement intérieur prévoit de déposer des questions orales 48 heures avant le conseil municipal. Je fais abstraction pour cette première fois de ce dépôt non conforme, mais je ne renouvellerai pas à l'avenir cette manière gentille d'accueillir la deuxième question. Donc, la deuxième question a été signée par M. Peng, Mme Callot et Mme Moine, donc je vous propose de la lire. Bien, je vais la lire. Donc, Monsieur le maire, merci de prendre en considération cette demande. Nous vous adressons aujourd'hui de nouvelles questions en espérant que cette fois-ci vous y répondrez. Je n'ai malheureusement pas beaucoup d'espoir en la matière, compte tenu de ce qui s'est passé auparavant. Dans notre dernière question, nous vous faisons part de plusieurs scénarios concernant le devenir du projet de Pied Fouquet. Nous évoquions le fait que vous pourriez faire preuve de courage politique et que vous ne désisiez pas dans ce dossier, et bien c'est raté. C'était le premier courrier qu'on avait fait. Le courage politique, vous n'en avez pas eu, et vous n'en avez pas eu. Vous vous êtes désisté en août dernier, et vous seriez capable, si vous le pouviez, de signer avec la CEMEPA un acte de vente sur la base d'une délibération que j'ai fait voter et que vous avez attaquée. Quelle belle conviction que voilà. Seulement, comme nous vous le disions précédemment, la donne a changé. Au vu de l'étude hydraulique de la CEMEPA, est-elle toujours acheteuse au prix de 3 350 000 €? Rien n'est moins sûr. Avez-vous fait une nouvelle estimation au domaine? Pour mémoire, l'évaluation datant de plus d'1 an était de 2 millions d'euros. Le préfet est-il au courant qu'un lotissement de 61 lots est susceptible de voir le jour prochainement dans un village carencé? Nous avons eu un débat sur le village carencé à la communauté du Pays d'Aix au bureau ce soir. Enfin, dans le cadre de vos décisions, vous citiez la société Citadia, retenue pour reprendre les études du flux, sans le moindre montant, belle transparence. Nous délibérons sur des sujets complètement accessoires, comme le dépôt d'une déclaration préalable pour un préau de l'école, et nous n'avons aucune information sur les missions qui ont été reprises dans le cahier des charges et surtout à quel prix. Voilà 4 questions très précises. Nous espérons 4 réponses tout autant précises. Merci. Mais si vous voulez bien, je vais répondre à l'envers. Donc je vais prendre le dernier point. Nous délibérons sur des sujets complètement accessoires, comme le dépôt d'une déclaration préalable pour un préau d'école, mais nous n'avons aucune information sur les missions qui ont été reprises dans le cahier des charges et surtout à quel prix.
ben, vous m'attendez la perche pour la recevoir en rebond, quoi. Ces documents étaient dans les annexes du conseil municipal et vous ne prenez pas la peine de venir les consulter. C'est vous qui considérez que c'est des problèmes annexes. L'AFR, en formation avec l'AFR, vous avez considéré que c'est un problème annexe. Tous les points qui ont été évoqués ce soir, l'emploi, c'est un problème annexe, puisque vous ne faites pas l'effort. C'est le 3e conseil, vous n'êtes jamais venu, sauf Cathy cet après-midi, consulter les documents sur lesquels vous auriez trouvé tous les éléments. La deuxième question, alors à l'envers, c'est enfin dans le cadre de vos décisions, vous citez la société Citadia retenue pour reprendre les études PLU, sans le moindre montant, quelle transparence. Je passe la parole à Alain Renaud. Oui, donc, en fait, ces questions sont ubuesques. Je pense que vous souffrez d'amnésie. Dans le cadre du conseil municipal, conformément au code du CGCT, donc, comme le maire vous l'a annoncé, vous pouvez monter, regarder les documents. Et là-dedans, vous auriez trouvé ce papier, qui est la décision de 2014-30, élaboration du plan local d'urbanisme. Bon, je vous fais grâce de vu la décision. Décide, article 1, l'offre présentée par le groupement conjoint Citadia Yvonne Conseil, dont le mandataire est Citadia, 645 rue Gibelli, 83 Toulon, pour la réalisation des études relatives à la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme est retenue. La prestation forfaitaire est attribuée pour un montant de 42 000, vous pouvez le noter, hein, 42 956,25 € hors taxe. La part des prestations complémentaires dont le seuil maximum est fixé à 10 000 € hors taxe feront le cas échéant l'objet d'un bon de commande. Article 2. Madame le directeur général des services de la mairie de Rognes est chargée de l'exécution de la présente décision. Donc ça, c'est la décision. Si vous aviez demandé, on aurait pu vous le fournir, si vous aviez demandé le CCTP et les pièces du dossier, elles étaient à votre disposition également à la mairie. Donc elles sont toujours à votre disposition. Si vous voulez aller regarder l'ensemble du dossier, qui est quand même assez conséquent, hein, puisqu'il y a les mesures de publicité, l'appel d'offres, l'analyse des offres, ainsi de suite. Ici, vous avez le CCTP, vous me demandez des explications sur les missions du CCTP. Alors déjà, ces missions, vous auriez déjà pu vous les imposer à vous-même, parce que vous auriez pu vous faire un CCTP pour vous, quand vous avez décidé d'organiser ce PLU en interne. Bon, bref. Nous, on a donné des missions donc à la société Citadia qui a été retenue. Compte tenu de la mission, vous pouvez obtenir ce CCTP. D'ailleurs, la dernière fois, je vous avais dit que le CCTP était sur la plateforme numérique de la mairie. Vous auriez pu y aller, et vous y avez été de toute façon, parce que j'ai au moins 10 retraits anonymes. Vous devez en faire partie. Sans doute. Oui, mais j'ai compris. Hein. Je regrette d'ailleurs que Madame la conseillère Mann ne soit pas présente ce soir. Hein, parce que ça l'intéresserait sûrement ce que je vais dire. Enfin, vous le répéterez quand même. Alors, phase 1, diagnostic territorial et état initial de l'environnement. Ça, c'est la première phase que va étudier Citadia. Deuxième phase, le PADD et l'OAP. D'accord. La phase 3, règlement du zonage et mise en forme du dossier du PLU pour arrêt. Et la phase 4 de l'arrêt du projet à l'approbation du PLU. La phase 1, diagnostic territorial et état de l'environnement. Donc, une partie a déjà été réalisée en interne à la mairie. Il va falloir la mettre à jour avec les nouvelles données et surtout prendre en compte la loi ALUR qui est arrivée juste après. Non, mais je lis mon truc, hein, voilà, et puis la prochaine fois on la discutera. D'accord. C'était le catalogue. D'accord. Donc j'arrête. Qui est à votre disposition, monsieur. J'arrête là-dessus. Oui. Donc, okay. si monsieur le maire le permet, puisque vous parlez et que vous n'êtes pas informé, j'aimerais juste faire un tour de tous les points de l'urbanisme que vous avez laissés en plan. Et j'aimerais, pour ça que l'assistance en prenne conscience, parce que nous, de notre côté, on le sait, mais je suis sûr qu'il y a des lacunes de l'autre côté, chez vous aussi. Pied-Fouquet, non réalisé. Vous avez quand même dans Pied-Fouquet, le maire en rappellera, mais moi je vais vous le dire quand même, parce que je vais vous rappeler l'extrait du jugement de la Cour d'appel en date du 20 février. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il dit ce jugement? Il dit la commune de Rognes, c'était où, demande la condamnation des consorts Monnier, Magor et Elie à lui payer 448 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'immobilisation d'un bien communal.
Qu'est-ce que dit le tribunal? Il dit le caractère infondé de cette requête a été constaté par jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2012. Et votre question, évidemment, lors du dernier conseil municipal, elle était tellement pertinente, tellement fine, qu'on n'a pas pu la garder pour nous, je l'assure. L'AVAP non réalisée. Je vais vous montrer une carte, là, ce que vous avez fait passer en conseil municipal. C'est ça, la carte de l'AVAP. Alors, la carte de l'AVAP que vous avez fait voter, en fait, vous avez fait voter un PLU. C'est-à-dire que l'AVAP, elle est tellement énorme, tellement grande, tellement disproportionnée, qu'elle englobe tout le périmètre urbain de la commune. Donc, je vous rassure, j'ai vu M. Gondan et M. Gillet. En fait, cette AVAP est non conforme au poste actuel. Et il y a des problèmes avec cette AVAP sur l'agriculture et avec la DDTN, le service de l'État. Nous allons tout remettre sur la table et protéger convenablement votre village et ses habitants, parce que vous avez fait mettre une chape de plomb sur ce village. Ensuite, on passe à l'extension de l'école maternelle, non réalisée. Alors, j'ai regardé un peu, parce que j'ai mis un peu de temps pour me mettre à jour dans toutes les études, et je me suis aperçu que les études avaient été commencées en 2006. Vous avez sans doute manqué de temps. Ensuite, on a l'ancienne cave coopérative, non réalisée. Alors, au milieu du guet, un plan financier non abordé, une présentation au conseil municipal inopportune, en période électorale. Votre souhait, c'était une concentration de logements. Le nôtre, c'est un lieu de vie. Donc, on va faire de ce côté-là. La STEP, ça c'est quand même, il faut le faire. La station d'épuration. À la suite de votre modif du plan d'occupation des sols en 2004, vous avez supprimé l'article « sont autorisés » les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics. Vous avez modifié non seulement la zone de Pied-Fouquet, c'est-à-dire que c'était une zone qui était en ENA strict, en aménagement futur strict, qui nécessitait pour la débloquer une modification du plan d'occupation des sols. Mais vous ne vous êtes pas contenté de faire ça. Vous avez trituré tous les articles 1 et les articles 2 de toutes les zones du POS, du plan d'occupation des sols. Et dedans, dans l'article 1, sont autorisés, évidemment, j'avais mis dans toutes les zones, les équipements qui servent au fonctionnement des services publics. Et puis vous, dans votre grande sagesse, vous avez supprimé tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que la STEP, tout le monde ne va faire, elle est destinée à être dans une zone NC. Mais la zone NC, maintenant, elle n'accepte plus les équipements destinés aux services publics. Donc il va falloir faire, qu'on appelle ça, une déclaration de projet, mais bien sûr, qui va durer, avec un commissaire enquêteur, qui va durer un mois et qui va nous coûter 5 000 €. Peu importe. Ensuite, croisement de Versailles, non réalisé. Alors, vous n'avez pas acquis les emprises et on ne s'est pas fait bananer. Comme vous l'avez dit, en fait, c'est les Rhôniens qui se sont fait bananer avec vous. Hein. Bon, on va laisser tomber là. PLU, non réalisé. Vous avez fait 2 grosses erreurs dans le PLU. Attendez. Vous avez... Je ne vais pas répondre. Non. Vous ne pouvez pas répondre. Tous ces points-là... Aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre. C'est le règlement intérieur. Monsieur le conseiller, tous ces points-là, ils sont tous abordés de toute façon. Et très rapidement, vous aurez l'occasion de vous exprimer, et nous aussi. Ne vous inquiétez pas. Le PLU, vous avez commis 2 grosses erreurs. Une, vous n'avez pas commencé ce PLU en 2008. Vous êtes fait prendre par le temps. Et deuxièmement, vous avez voulu faire une réalisation en interne. Alors ça, c'est pour répondre aussi à votre question. Gouverner, c'est prévoir. Vous êtes fait rattraper par la loi SRU, par la loi Allure. Vous avez eu une méconnaissance totale de la charge de travail d'un PLU pour confier ça à un agent, quel qu'il soit. De toute façon, il n'aurait pas réussi. C'est impossible. Hein. Vous n'avez pas fait de feuille de route. Comme un CCTP, vous ne vous êtes rien imposé. Alors pourquoi vous n'êtes pas imposé un cahier des charges pour sa réalisation? Peut-être que le CCTP que je vous ai montré. Vous avez fait un planning bidon, hein, et vous avez travaillé sans filet. Voilà ce planning que vous avez réalisé. Ce planning, il est totalement faux, hein, et c'est la mairie qui le supporte. Hein. C'est-à-dire que dans ce planning, vous nous aviez prévu un débat sur le PRDD en avril 2012. Oui, on en est. Hein. En réalité, vous espériez faire ce PLU à votre guise, ça c'est sûr, c'est ce que je pense, et vous vouliez vous affranchir des conseils d'un bureau d'études. Heureusement pour les Rhôniens, les différents services vous vouliez faire un PLU en fait sans être embêté par un bureau d'urbanisme. Ça, la réalité, pourquoi vous n'en avez pas pris. L'appel d'offres mis sur la plateforme numérique de la mairie
les mesures de publicité effectuées, on a eu 40 dossiers qui ont été retirés. On a eu 15 réponses là-dessus, bien sûr. On a eu 10 dossiers anonymes qui ont été retirés. On a choisi un BE pluridisciplinaire qui était cité ailleurs à l'issue de la négociation, dont le coût est de 42 965,25, qui comprend un planificateur et traduction réglementaire, un urbanisme diagnostique, un urbanisme infographie, un urbanisme architecte, un cartographe SIGiste, un ingénieur paysagiste, un ingénieur environnementaliste, un juriste. Et là, vous avez demandé tout ça à une seule personne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on mettra en place un comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage sera inclus la commission urbanisme, donc quelqu'un de chez vous, quelqu'un de chez vous, bien entendu. Il y aura des groupes de travail restreints, des groupes de travail élargis suivant les ordres du jour. Le travail de Citadia a déjà commencé et nous nous dirigeons très certainement vers une nouvelle réunion publique et une nouvelle réunion PPA en ce qui concerne l'OIE, l'État initiateur de l'environnement, et le diagnostic territorial. Et voilà, j'ai pratiquement fini. Et pour faire tout ça, ben, vous avez augmenté les impôts d'Ironiens de 40%. Voilà. Alors, je ne peux pas répondre. Non, tu ne peux pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre, donc moi je vais maintenant répondre à la première partie de la question orale. Je me suis désisté en tant que Jean-François Combe, et non pas en tant que maire, le 28 août 2014, dans le seul intérêt communal, qui, rappelons-le, la commune a réalisé, engagé et payé environ 650 000 € sur le budget communal concernant les travaux de viabilité de ce lotissement Pied-Fouquet, alors que vous, M. Pain et votre équipe, auriez dû imposer cette dépense à la ménagère. Par chance, vous n'avez pas tout consommé, puisque l'enveloppe globale était de 800 000 €. Cette dépense inconsidérée et imprudente nous oblige aujourd'hui à mener cette affaire à son terme. Ces 650 000 € ont été prélevés sur les impôts locaux des Rhôniens et ils en attendent le retour. Et on a retourné cette année 250 000 € d'impôts locaux et nous retournerons 250 000 € l'année prochaine. La vente, M. Pain, aurait dû être signée en 2013 par vous-même si vous ne vous étiez pas acharné à réclamer à M. Meunier-Marguerite 448 000 €. J'avais pris la décision le 14 janvier 2013 de ne pas faire appel. C'est un scoop, hein? Jean-François Corneau, 14 janvier 2013, à Maître Ibanez Patrice. Bonjour Maître, après une longue et difficile réflexion, j'ai pris la décision de ne pas faire appel. Je vous remercie pour notre dernier échange, etc. etc. Donc, ça veut dire que le 14 janvier, la décision de non-appel était prise. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'y reviens dans 2 secondes. Je reprécise. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vais vous le dire. En fait, vous avez voulu juste faire payer et faire revendre ta maison, comme vous avez dit en conseil à Gérard Meunier, mais cela cachait la raison principale. Vous veniez de prendre connaissance d'un rapport sur les risques d'écoulement et de ruissellement, fin 2012 ou dans les tout premiers jours de 2013, c'est-à-dire avant la date du 14 janvier. Vous n'avez pas voulu lancer d'études qui comportaient de gros risques politiques. Nous étions à 1 an des élections municipales. Et donc vous avez décidé de faire appel pour gagner du temps. Et en conséquence, m'obliger à changer ma position et à faire appel sur l'autre procédure. Ça s'appelle le courage politique. Ça s'appelle peur de voir les choses en face. Mais vous n'avez pas à intervenir, s'il vous plaît. Et pourquoi avez-vous attendu 1 an pour lancer cette étude? Je rappelle, l'étude, vous l'avez eue en fin décembre 2012, janvier 2013. Et vous l'avez lancée fin 2013. Parce que vous saviez qu'il allait y avoir des conséquences sur cette étude complémentaire. Cela en dit long sur vos motivations dans le dossier. Vous vous rendez compte? Vous avez fait tout faux. Je vous avais laissé la possibilité de signer la vente de Pied-Fouquet, de vendre le stade de Rognes à 2 millions d'euros,
sur un pari que vous avez fait, parce que la deuxième délibération de 2 millions d'euros, M. Peng, quand il m'a passé les consignes, il s'est permis de me dire que ces 2 millions, c'était qu'une caution, et que c'était bidon, et que c'était un pari entre M. Boismoulet lui-même. Vous vous rendez compte de l'engagement de la commune qu'il a fait ce jour-là? Je peux quand même non, tu t'expliqueras après. Le notre jour. Non, j'arrange pas ça à ma sauce. Monsieur, j'ai une confirmation. Je continue. C'était la caution de l'accord de 2 millions d'euros qui versaient à la commune. Il fallait bien qu'eux, ils aient une garantie derrière. Et le stade municipal, effectivement. Et bon, après, ça a été bloqué. Et par qui ça a été bloqué? On continue, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, je répète la dernière fois, cela en dit long sur vos motivations dans ce dossier. Est-ce que vous vouliez vraiment faire plaider? Je n'en sais rien aujourd'hui. Tout au moins dans la deuxième phase avec la CMEPA. Avec M. Régnier, c'était certain que vous vouliez le faire. Vous avez également refusé un tour de table avec la CMEPA, où je vous invitais à réunir les représentants des 3 listes. C'était le 19 mars 2013. On avait déjà fait les appels tous les deux. Hein. Et le 19 mars 2013, on aurait pu s'asseoir à la table de la CMEPA et vous auriez signé l'aval de la CMEPA dans l'année. Donc par 2 fois, maladroitement, volontairement, les Rogniens jugeront. Ils ont jugé. Oui, ils ont jugé, mais ils ont élu. Voilà. Alors on continue. Il faut reconnaître la vérité. Oui, on continue. Il faut reconnaître la vérité. Oui, la vérité. La vérité. La vérité, elle peut s'échanger entre avocats. Maître Burtèche, je lui ai dit, votre avocat. Oui. Et il le savait que j'allais pas faire appel. Après, je vous réponds aux autres questions. La CMEPA. Vous avez travaillé toute la semaine pour moi, là. Là, j'ai travaillé. Le conseil municipal, il a duré 3 quarts d'heure, et là, ça fait demi-heure. Vous êtes en accusation. C'est vous qui avez posé les questions, acceptez les réponses et acceptez, comme on dit, le bilan catastrophique. D'ailleurs, ce bilan, vous ne l'avez jamais abordé dans votre campagne électorale. Je réponds aux autres questions. Oui, la CMEPA est acheteuse de Pied-Fouquet. Oui, la CMEPA est prête à honorer ses engagements pas plus tard que ce matin. Nous les avons reçus. Oui, le sous-préfet est informé du projet. J'ai eu un entretien personnel avec lui le 12 septembre. Et il est venu visiter notre commune le 23 septembre. À ce sujet, j'ai, entre guillemets, une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde. Nous n'aurons pas de pénalité doublée ou multipliée par 5 sur les logements sociaux à venir par rapport à l'argumentation que j'ai développée avec monsieur le sous-préfet. Donc, au niveau budgétaire et pour les Rogniens, c'est déjà une bonne chose. Pour votre information, je crois qu'il y a 2 communes dans l'arrondissement d'Aix qui auront des sommes multipliées par 2 et par 5. Donc, pour terminer, monsieur Peng, je vais parler de la carence. Vous avez le toupet de parler de village carencé. Et je vous en prie, écoutez tous les dates. Cette carence, monsieur Peng, vous a été signifiée en date du 12 juillet 2011. Courrier reçu le 28 juillet 2011 en mairie. Le sous-préfet vous a reçu le 21 septembre 2011. Et vous lui avez dit que la commune n'avait pas de foncier. J'ai le compte rendu de la réunion où il est précisé que vous avez dit que vous n'aviez pas de foncier. Vous avez menti au sous-préfet, M. Peng, à l'époque. Deuxième étape. Le 18 octobre, vous passez outre la décision de carence en faisant voter la délibération de vente à la CMEPA. Et là, M. Peng, vous avez passé outre une décision de l'État français. C'est grave. Voilà. Bien entendu, je n'ai plus de fond de dossier sur quelques dossiers sensibles qu'ils soient. Ils ont disparu comme tant d'autres. Mais j'ai pu retrouver toutes ces dates et toutes ces exactitudes grâce au fait qu'on scanne tous les courriers officiels et autres courriers que nous recevons à la mairie. Voilà. Je suis complètement transparent et déterminé et je ne suis pas, comme vous le dites, que je n'ai pas de courage politique. Je ne mets pas la politique en jeu. J'ai qu'un objectif, c'est que Rognes fasse partie des villages où on a envie de venir et que je respecte mes engagements de campagne électorale. Je vais gérer au mieux notre commune. Les premiers comités consultatifs ont été convoqués. Vous allez être convoqués pour les autres. Et vous verrez, c'est les adjoints, c'est les conseillers municipaux de la liste Rognes à venir. Et on est tous là, ensemble, pour le village. La séance est close.